Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose le test du Samsung Galaxy Ace 2, donc deuxième édition du Ace que vous connaissez à mon avis plutôt bien. En introduction, je dirais que le Ace, c'est un appareil qu'on connaît bien parce que il a été beaucoup mis en avant par les opérateurs ces derniers mois. Je dirais qu'en fait, c'est un appareil qui a 2 ans, là, qui aura 2 ans début 2013. Et qui a été vraiment beaucoup mis en avant. D'ailleurs, pour information, c'est notre test à la fois vidéo et écrit sur Test Mobile qui est le plus lu. C'est l'article le plus lu de tout le site depuis le lancement du site. Donc, imaginez juste vraiment l'importance de l'appareil pour nous. Ce qui se passe, c'est que autant il y a 2 ans et même en ce moment, en fait, c'est bien ça le problème. Le Ace a été mis en avant par les opérateurs. Là, aujourd'hui, le Ace 2, c'est pas vraiment le cas. Pourtant, c'est un terminal qui est disponible depuis mai 2012, si je me trompe pas. Attendez, je retrouve ça, voilà. Mai 2012, et qui aujourd'hui est disponible chez quasiment aucun opérateur. Pour l'obtenir à partir d'1 euro avec forfait, il faut aller soit chez un MVNO, soit sur des sites comme Meilleur Mobile ou Phone & Phone, ce genre de sites qui arrivent à faire des packs avec les opérateurs, mais sans pour autant que le terminal soit intégré dans le catalogue des opérateurs à proprement parler. D'ailleurs, je me suis un peu renseigné, mais un opérateur comme Bouygues, Orange ou SFR va plutôt encore maintenant proposer le premier Ace. Free Mobile propose le premier Ace, il n'y a pas de Ace 2. D'après moi, et là, ça fait une introduction un peu longue, mais je pense que c'est important. D'après moi, les opérateurs fonctionnent de manière assez rationnelle sur ces terminaux qui sont entre guillemets peu chers. Bon, pour eux, c'est des terminaux vraiment qui ont peu de valeur, mais qui permettent de vendre des forfaits. Et le Ace est un terminal qui va leur coûter encore moins cher et qui se vend toujours très bien, parce que c'est un appareil qui est quand même pas mauvais en soi. Et ils ont dû estimer que les différences entre le Ace 2 et le Ace 1 n'étaient pas nombreuses et que de fait, il n'y avait pas spécialement besoin d'intégrer le Ace 2 et qu'on pouvait continuer avec le premier Ace. Cela étant dit, moi je vous propose aujourd'hui de faire un petit point sur les spécifications du Ace 2. Bien sûr, on regardera dans la boîte. Je vais parler un petit peu des différences principales entre le premier Ace et le Ace 2. Hélas, j'ai pas de Ace première édition sous la main pour pouvoir faire un comparatif. C'est bien dommage, mais on va essayer de faire avec. Et puis bien sûr, on va explorer l'appareil. Quand même, je tiens à préciser que ce Ace 2, c'est un appareil qui est très classique. Autant quand le premier Ace est sorti, on était un peu surpris de trouver une bonne expérience sur du moyenne gamme. Là aujourd'hui, c'est devenu un petit peu dans la norme, et heureusement d'ailleurs. Mais au-delà de ça, c'est que le Ace 2 tourne en fait sous Android Gingerbread avec TouchWiz, et que il n'y a toujours pas de mise à jour disponible. On va en parler un petit peu après. Et que en soi, il n'y a rien de très original. C'est-à-dire qu'en ayant testé le Beam, le S Advance, et j'en loupe plein, j'en oublie plein, on retrouve exactement la même chose. En gros, c'est la surcouche qu'on trouve sur le Galaxy S2 quand il tournait sous la 2.3. Grosso modo, c'est ça. Ok. Le Ace 2, c'est un terminal avec un écran 3.8 pouces, donc plus grand que le premier S qui avait un écran de 3.5 pouces. Il a d'ailleurs une meilleure résolution également de 480 par 800, qui est la même résolution qu'on trouve sur un S2, comparé à 320 par 480 sur le Ace. Donc premier élément, l'écran est plus grand et meilleure définition. Au niveau de la technologie, c'est à peu près, c'est très similaire. Donc là-dessus, on va pas s'attarder trop longtemps. On regardera bien sûr cet écran. On a 4 Go de mémoire interne, c'est pas non plus énorme, mais c'est plus que ce qu'on avait sur le premier Ace. On a un slot micro SD pour monter jusqu'à 32 Go en plus. Et on a 768 MO de RAM, ce qui est plus que les 278 MO de RAM qu'on avait sur le premier Ace. Au niveau de l'appareil photo, on est en 5 mégapixels, autofocus flash LED. A priori, le même composant, mais j'en suis pas exactement sûr. Donc je vais pas m'avancer là-dessus, vous verrez la qualité dans les échantillons. C'est un appareil qui filme en 720p, alors que le premier Ace ne filmait qu'en VGA. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et on a une caméra frontale qui n'existait pas sur le premier Ace. Au niveau du processeur, on est en dual-core 800 MHz, donc c'est pas non plus énorme, mais on est sur un dual-core, donc normalement les performances doivent être légèrement meilleures tout court que sur le premier Ace. Ça, c'est pour cette partie-là. Ensuite, niveau autonomie, j'en parlais maintenant, il a une batterie de 1500 mAh contre 1350 mAh. Après avoir effectué nos différents tests d'autonomie,
on a vu que le Ace 2 s'en sortait pas si mal que ça. C'est-à-dire que normalement, vous aurez une grosse journée en utilisation. Typiquement, nous, ce qu'on fait, petit rappel, c'est 1 heure de musique, 1 heure de vidéo, 1 heure de web, quelques photos, quelques vidéos, capture, hein, dans le sens capture, et 1 heure de jeu relativement intensive. Et on a terminé cette session-là, on était à 40%. Donc en gros, ce que ça signifie, c'est que normalement sur une journée où vous allez utiliser très régulièrement quand même votre appareil, vous devrez arriver à 30-40% en fin de journée. La veille ne consomme pas en soi beaucoup d'autonomie, hein, quand l'appareil en veille ne fonctionne pas, ou l'écran n'est pas allumé, du moins. Pardon. Donc en gros, Ace 2, vous avez une journée en utilisation classique. Je pense que c'est un petit peu mieux que sur le premier Ace, mais vous attendez pas à tenir 2 jours, à part si vous êtes uniquement en veille, mais dans ce cas-là, vous avez plusieurs journées. Voilà, ça c'était sur le point sur l'autonomie. Au niveau du prix, petit rappel, j'en ai un peu parlé au début, mais nu, il est à 240-250 € aujourd'hui. Là, on est en novembre, décembre. Et vous trouverez à peu près 1 € avec forfait, mais encore une fois c'est un peu compliqué, il n'est pas chez les opérateurs de manière classique. Reste à voir en boutique, peut-être qu'il est intégré différemment, mais ça j'en suis pas sûr. Au niveau de l'OS, il y a un dernier truc que je voudrais dire, c'est qu'actuellement il est sous la 2.3, qu'on n'a pas de mise à jour qui se profile, mais il y a des rumeurs comme quoi il passerait pas sous Ice Cream Sandwich, mais il irait directement sous Jelly Bean. Ça reste des rumeurs, ça n'a pas été confirmé bien sûr, et donc aujourd'hui on ne sait pas sous quelle version il se retrouvera. Mais pour un terminal qui est sorti en mai, c'est normal d'être sous la 2.3, mais il aurait quand même dû être basculé sous la 4.0.4 a priori, actuellement en fait en ce moment, et c'est pas le cas, donc c'est un petit peu décevant quand même. On va aller voir comment ça se passe dans la boîte très rapidement, enfin comment ça se passe, le contenu de cette boîte. Alors on a un chargeur, hop, un petit chargeur comme ça en micro USB, des écouteurs, pardon, un câble micro USB, des écouteurs très classiques, très basiques, donc bon, privilégiez peut-être l'utilisation de vos propres écouteurs, et des notices. Voilà, on va du coup pouvoir passer à l'appareil en tant que tel. Au niveau du design, le Ace 2 c'est un appareil très classique, hein. Vraiment très très classique, mais plus arrondi que le premier Ace, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le premier Ace, quand je l'ai sorti de sa boîte, je me suis dit oh, il ressemble quand même beaucoup à un iPhone 4, dans l'idée en tout cas. Là ici c'est un petit peu différent, hein. Comme vous voyez, vous avez toujours cette bordure légèrement chromée, tout est en plastique, hein, bien entendu, qu'on avait sur le premier Ace et qu'on retrouve ici, donc de face il ressemble beaucoup. De dos un petit peu également, avec un léger relief, je sais pas si vous voyez, voilà. Mais niveau prise en main, c'est légèrement différent. Alors pourquoi ? Parce qu'on a un écran un peu plus grand, du coup l'appareil est un peu plus haut, un tout petit peu plus large, rien de dramatique, et légèrement plus, non j'allais dire légèrement plus épais, mais non il est légèrement plus fin, pardon. Donc c'est un peu, voilà, bon, c'est une tendance qu'on voit en ce moment, à savoir des écrans un peu plus grands et des terminaux un peu plus fins, moyennant quoi il n'est pas extrêmement fin non plus, mais ça reste utilisable, c'est plutôt agréable. D'ailleurs en main, moi j'ai pas grand chose à dire. Il fait terminal un peu cheap, un peu bas de gamme, mais pas à l'excès, dans la mesure où il n'y a pas de craquement, hein. Moi, quand on touche l'appareil de cette façon-là, quand on appuie dessus, sur les touches, etc., il n'y a pas de craquement. C'est un terminal qui est quand même bien fini, même si c'est que du plastique, hein. Et il ne faut pas s'attendre à d'autres choses, dans la mesure où on voit que des S3 ou des Note 2 sont déjà 100% plastique. Il ne faut pas s'attendre à trouver autre chose là-dessus. Il n'y a que sur la gamme Wave où Samsung faisait des petits efforts, mais c'était vraiment spécifique. Et c'est un peu terminé, hein, tout ça. Enfin bon, voilà, alors sur le dessus vous avez quelques capteurs et surtout la caméra frontale qu'on trouve en haut à droite. Donc, comme je vous disais, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est une caméra VGA, voilà, qui se trouve juste ici. On a l'écran 3.8 pouces et en dessous quelques touches. Donc on a la touche classique, c'est vraiment des touches classiques, une configuration classique Samsung Android, hein, Samsung Galaxy. Menu retour et accueil et multitâche, hein, qui permet d'afficher le multitâche, on va vous le verrez un petit peu après. Il y a un truc qui est un peu étonnant, je trouve, alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a un léger effet bleuté, sur les touches sensibles. Ça se voit peut-être pas trop, mais je trouve qu'elles sont un petit peu bleutées. Voilà, c'est original. La touche classique on-off verrouillé déverrouillé sur la droite qui ressort pas assez à mon goût. Je trouve qu'elle est
lisse comme le côté ici et elle ressort pas beaucoup. Du coup, elle n'est pas forcément facile à localiser, j'ai envie de dire. Mais bon, une fois que vous avez utilisé votre terminal quelques heures, ça doit être normalement réglé. Voilà. Micro USB, micro. Une trappe pour la micro SD. Le bouton de volume ici, voilà. Légèrement en relief, peut-être même un peu plus que le bouton on-off, j'ai l'impression. Ouais. Et là, le jack 3.5 et un accès à la coque. Donc, bon, on va l'enlever, on va l'ouvrir. Voilà. Donc c'est une SIM classique, c'est ce qu'on appelle la mini SIM. Donc ça c'est pas mal. Donc l'appareil photo flash juste en dessous et la batterie qui se place ici. Et donc comme bon bah voilà, comme la SIM est ici, micro SD sur le côté, vous n'avez pas d'autre, vous n'avez rien qui se cache en dessous de la batterie. Par contre, vous aurez quand même besoin d'enlever la batterie pour accéder à la SIM, puisqu'il faut la faire glisser sur le côté. Ah bon, ça c'est, je pense que vous êtes habitués, c'est classique. Voilà, je crois que j'ai bien tout clipsé, ouais, voilà. Et à l'arrière, bah, une petite coque comme ça en plastique. C'est du plastique brillant, enfin brillant dans le sens qui glisse. C'est pas un plastique mat comme on pouvait le trouver sur le premier Ace où vous aviez deux coques. Je sais pas si vous vous rappelez. On avait une coque qui était un petit peu plus soft touch et je préférais peut-être le feeling de cette coque là. Là, on a quelque chose de très très classique. C'est peut-être un peu décevant, mais bon, après, bon, ça reste un terminal moyenne gamme. Appareil photo flash logo Samsung et le haut-parleur sur la droite. C'est vraiment du très très classique. Et derrière, là, on n'a pas de boss. Léger à la limite, ouais, si je voulais chipoter un peu. Léger. Légère boss. Et puis, on va du coup passer à l'interface. Alors, hop, un petit coup de zoom. Rapidement, on est en 2.3. Donc 2.3.6 et quand on cherche à aller chercher une mise à jour, et ben vous le verrez peut-être, on n'a pas de mise à jour disponible puisque, comme je vous disais au début, on est en 2.3 et c'est tout pour l'instant. Peut-être du Jelly Bean à un moment, peut-être du ICS, pour l'instant on ne sait pas, on va essayer de se contenter de ce qu'on a aujourd'hui là. C'est toutefois un petit peu décevant, parce que j'aurais bien aimé trouver quelque chose d'autre. Là pour moi ça fait un énième, c'est aussi moi qui ai l'habitude de tester des terminaux de ce type là, Android 2.3 TouchWiz, et ça commence à devenir un petit peu lourd. Mais ça reste une surcouche qui marche bien. Et donc vous avez par exemple tout ce système de pages d'accueil, vous en avez 7, hop, que vous pouvez réorganiser de cette façon là. Vous avez le tiroir des notifications avec des accès rapides ici pour le Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ce genre de choses. Toutes les notifications s'affichent ici et quand vous en avez quelques-unes vous pouvez toutes les effacer si vous avez envie. Le multitâche qui s'affiche comme ça de manière très très classique, Android, TouchWiz, avec le gestionnaire des tâches ici pour aller de manière un peu plus précise, on va dire, couper des processus réellement. On a les applications téléchargées, la gestion de la RAM ici, voilà, donc vous voyez à peu près ce qu'on a là, avec quelques applications de lancer. On va tout quitter. Voilà, mais il faudra faire vider la mémoire pour vraiment revenir un petit peu en arrière, voilà. Donc attendez-vous à avoir la moitié de la RAM qui est occupée dès le boot de l'appareil, sans avoir trop de comptes. Moi j'ai un email, j'ai peut-être un compte Twitter, ce genre de truc, voilà. Ça c'est au niveau du stockage. Donc là il y a une carte SD que j'ai insérée qui fait 2 Go. Je pense que c'est nécessaire. Au moins 2 Go en plus, même si c'est pas grand chose 2 Go aujourd'hui, vous pouvez en acheter des cartes beaucoup plus intéressantes. Donc ce que je vous conseille largement si vous achetez cet appareil, puisque en termes de mémoire stockage, ce qu'ils appellent externe et stockage interne, entre guillemets, mémoire système, vous avez quand même pas grand chose ne serait-ce que pour installer vos applications. C'est ce que je vous conseille. Ici, vous pouvez rajouter, bien entendu, des widgets. On va essayer d'aller sur un panneau qui est vide. Vous avez ça qui s'affiche. Vous faites widget. Vous choisissez un widget. Hop, et vous le déposez. Ça, c'est du grand classique. Ça marche bien. Vous avez également la gestion des wallpapers, des fonds d'écran. Vous pouvez mettre des raccourcis et vous pouvez ajouter des dossiers. Voilà, donc ça, c'est pour l'accueil. Ça marche bien. Ça marche toujours aussi bien. Et ici aussi, vous avez quelques paramètres en accès rapide. Au niveau de l'accueil, vous avez vos icônes qui s'affichent de cette façon-là. Vous pouvez également les transformer en mode liste si vous préférez cette configuration. Et puis ensuite, après, vous avez ce système-là qui permet de créer des dossiers, des pages, de réorganiser un petit peu vos icônes pour organiser vos applications. Puisque vous n'avez pas vraiment de système d'onglets, par exemple, comme on trouve dans SIS.
Là ici vous avez autre chose et de fait ça peut être intéressant de créer des dossiers avec toutes vos icônes personnalisées. Vous pouvez également, je ne vous l'ai pas montré, mais personnaliser le doc ici. Donc par exemple moi je préfère peut-être avoir voilà, mes emails à la place, ce genre de choses. Je vais le remettre. À vous de voir comment vous voulez organiser ça. Au niveau des appels, vous commencez à composer un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent juste en dessous. Le grand classique, le journal des appels, le répertoire et les favoris. Vous avez également la gestion des groupes. Dans les répertoires, si vous faites un mouvement de droite à gauche ou de gauche à droite sur un contact, vous l'appelez ou vous lui envoyez un message. Ça, c'est pas mal fait. Vous pouvez défiler alphabétiquement avec les lettres ici sur le côté, ça marche bien. Vous avez une intégration des réseaux sociaux, donc par exemple ça c'est un contact qui est lié avec Facebook. Donc là par exemple j'ai ces activités sur Facebook, j'ai également ces images qui vont s'afficher ici. C'est assez bien fait et pour une raison que j'ignore, c'est des fonctionnalités qu'on ne retrouve plus par exemple sur un S3 ou un Note 2. Ça va être intégré du moins différemment. Et là ici c'est plutôt propre, Voilà, donc ça c'est pour la gestion des contacts. Vous pouvez aussi appuyer sur une bulle comme ça, enfin sur l'avatar pour avoir une petite bulle avec des accès rapides. C'est plutôt bien fait. Ces contacts, bien sûr, comme d'habitude avec Android, c'est synchronisé avec plusieurs éléments. Soit avec uniquement Google, et dans ce cas-là, vous pouvez au moins rattraper, télécharger tous vos contacts, synchroniser tous les contacts que vous avez déjà, si vous avez un compte Google ou un autre téléphone Android, etc. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi synchroniser. Oups, pourquoi il me lance ça, je ne sais pas, c'est pas ce que je voulais faire. Vous pouvez aussi synchroniser avec d'autres services comme Twitter, Facebook et avoir tous vos contacts dedans. Au niveau des messages, c'est organisé par discussion, donc c'est vraiment classique avec des bulles, etc. La saisie de texte, là on a le clavier de base dans Android. Après on peut gérer ici, on peut passer en 3-4. On peut passer en zone manuscrite aussi. Alors je suis un peu étonné de voir 2 zones manuscrites. On va regarder ça vite fait. Je me rappelle plus avoir vu ça. Je sais pas du tout comment ça marche le truc. Si je tape A, si je fais A, il va me mettre un 8. A, ouais, je fais A, peut-être que... Ok, bon écoutez, je sais pas. Si vous aimez bien ce genre de mode, vous êtes apparemment servi. Et là ici, à ce mode là un peu plus classique, on va dire. Bon, moi, ce que je préfère, c'est l'AZERTY de toute façon. Et je cherchais voir s'il n'y avait pas autre chose. Non, c'est tout à peu près. On a le XT9 ici avec les différents réglages liés, la correction orthographique, la prochaine prévision de mots. Là normalement ça marche comme ça, c'est à dire que quand vous commencez à taper, vous avez des propositions qui s'affichent. Là voilà, je tapais ça, il va me proposer salut, ce genre de truc. Ça marche bien. Après, comme d'habitude pour Android, si vous n'aimez pas ce clavier, vous pouvez le remplacer par un autre que vous téléchargez. Je peux vous conseiller par exemple Swipe ou SwiftKey, des claviers comme ça. Et puis après, à une main, ça va être jouable. Le seul problème, c'est qu'effectivement l'écran est pas très grand et les touches sont petites. Du coup, ça vaudra mieux peut-être essayer ce clavier là si vous trouvez. Moi j'ai essayé ce clavier et c'est pas mon préféré. Donc je préfère un clavier de type SwiftKey ou Swipe qui est un peu plus tolérant, puisque comme les touches sont petites, on va faire plus d'erreurs. Et donc ça, ça c'est une règle qui est facile à mettre en place pour n'importe quel mobile. Plus les touches pour taper en mode portrait sont petites, plus vous allez faire d'erreurs et plus du coup vous avez besoin d'un clavier qui est intelligent. Et là sur celui-là, ça marche bien quand même, il n'y a pas de problème. D'ailleurs en paysage, c'est par contre là très confortable, à part... Alors j'ai dû désactiver la rotation, non, elle est toujours là, pardon, alors on va réessayer. Tu veux pas faire de rotation, c'est un peu étrange. Ok, alors là je suis un peu confus. Je vais juste vérifier un truc, s'il n'y a pas un bug là-dessus. Comme ça au moins on saura, mais... Ouais, j'ai un petit... Non, ok d'accord, c'est juste un peu lent, mais pour les messages... Visiblement, j'avais pas pris le temps de vérifier ça parce que ça me semble une évidence quoi. Normalement sur tous les terminaux, quand on se met en paysage, c'est un peu long. Hein. Ok, c'est juste que j'étais un peu trop pressé. Désolé. Donc là voilà, on a le clavier en mode paysage. Il est bien comme ça. Après le seul problème, c'est que comme l'écran est petit, quand même, vous avez très peu de place qui est disponible en haut. Donc je vous conseille de l'utiliser en mode portrait et si vous n'aimez pas ce clavier, d'en prendre un plus intelligent.
Comme ça, vous serez normalement comblé. Et puis, du coup, ça va être peut-être le moment de faire un petit point sur l'écran très rapidement. On va aller faire un tour dans la galerie. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est... Wow, l'accéléromètre est super lent. Attendez, je vais juste vérifier un truc parce que ça me perturbe. Je vais quitter tous les processus. Je vais vider, je sais pas, je vais vider la RAM. On va relancer la galerie. Voilà, calmement. Et on va aller voir... Ouais, bon, bah ça, écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, c'est super lent. Alors, là-dessus, alors vous inquiétez pas, hein, là c'est un petit peu bleuté à la caméra, sous mes yeux, c'est un peu plus blanc que ça. C'est légèrement rosé, je trouve que le gris il a l'air légèrement rosé, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Sinon voilà, là c'est assez réactif niveau écran. Cherchez juste une zone, une photo où on a un peu plus de noir. Voilà. Alors désolé, je vais me mettre de côté. Bah, déjà vous le voyez là parce qu'en fait il y a pas mal de lumière au-dessus et du coup il y a pas mal de reflets. Donc bon voilà, ça c'est ce genre d'éléments. C'est assez classique. Moi de côté, puisque je suis un petit peu incliné par rapport à la caméra, je vois que les noirs passent directement au gris quand on est de côté et ça c'est très classique. Et puis si je me mets de face, de toute façon on parle pas d'un écran Super AMOLED ici, on n'est même pas en AMOLED. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Et le premier Ace avait pas un écran qui était tip top. Par contre, niveau résolution, on va essayer de regarder ça de près. Je trouve que c'est pas mal. Niveau densité de pixels, on est quand même quelque chose de bien mieux, quasiment le double en termes de densité de pixels par rapport au premier Ace. Et ça se sent quoi. Et ça, à la limite, c'est un des points qui peut rattraper l'écran qui est pas non plus une technologie excellente. Donc je dirais que là-dessus, l'écran est mieux que sur le premier Ace. Par rapport à d'autres terminaux similaires, bon bah bien sûr, vous serez un petit peu en dessous en termes de performance au niveau des couleurs, etc. Mais ça reste correct. Ça reste plus que correct, je trouve quand même. Voilà. On a vu les messages, tout ça. On va passer dans le menu, on va regarder tout ce qui est mail. Alors vous avez bien sûr Gmail ici. Hop, voilà. Donc il dit qu'il n'y a pas de connexion. C'est un peu étrange ça, mais bon bref, ok. Donc voilà, vous avez ce client là. Pour avoir pas mal goûté au client Gmail dans ICS, je commence à trouver vraiment que celui de Gingerbread est pas terrible. Moyennant quoi il est fonctionnel, c'est-à-dire que si vous utilisez Gmail, vous aurez une interface qui est quand même relativement bien faite, avec toutes les discussions qui s'enchaînent, etc. Un widget pour vos emails, les notifications qui s'affichent, et puis bien sûr, vous avez également ce clavier ici, ce client ici, qui est peut-être un tout petit peu plus complet, juste pour au moins une raison, c'est qu'il permet tout simplement de configurer différents comptes email. Donc là par exemple j'ai un compte Gmail, mais potentiellement vous pourriez configurer différents comptes email de différentes sources, et c'est ça qui est intéressant. Et après vous allez dans toutes les boîtes de réception, et là ici vous avez toutes vos conversations qui vont s'afficher avec une distinction par couleur. Donc là par exemple ça c'est orange. Si vous avez un deuxième compte email et que vous mettez un label bleu, vous aurez ce label bleu qui va s'afficher. Enfin c'est assez bien fait. Quand vous rentrez dans un mail, voilà, vous pouvez explorer le mail, zoomer, dézoomer, vous avez les mails HTML qui s'affichent et vous pouvez également le transférer ou répondre. Hop, je peux répondre à un mail de cette façon ici. Puis bon, après c'est classique, hein. C'est assez basique, mais ça fonctionne relativement bien. Et puis comme je vous disais au début, vous avez là par exemple un petit widget ici qui est pas terrible, je trouve. Ça c'est le widget d'email proposé par Samsung. Si vous utilisez Gmail, privilégiez peut-être l'utilisation de ce client là avec le widget associé. L'horloge avec différentes fonctionnalités, horloge mondiale, alarme, chronomètre et minuteur, et hop, et celle-là c'est type dock. Voilà, vous avez votre terminal qui est posé, et vous avez, il est sérieux là, ouais non quand même. Niveau performance en rotation, c'est pas excellent. Je sais pas si ça va être amélioré avec des mises à jour, mais là, en tout cas, dans la version actuelle, c'est limite catastrophique, quoi.
Donc bon, je sais pas si vous aurez ça aussi. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait des tests, si vous avez déjà le terminal et que c'est juste que vous regardez le test parce que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les points que j'aborde en disant moi j'ai pas constaté ça, moi j'ai constaté ça en plus. Donnez aussi votre avis. L'idée c'est, moi j'ai un terminal qui est celui-là. C'est pas un prototype, c'est une version commerciale. Mais il peut y avoir peut-être des bugs, je ne sais pas. Peut-être que vous avez une expérience différente si vous avez le terminal. Et ça peut aider justement les gens qui sont en train de se poser la question, est-ce qu'il faut acheter ou pas cet appareil. Le calendrier est plutôt bien fait, comme d'habitude dans TouchWiz. C'est avec des systèmes d'onglets. Là, vous avez l'affichage par mois. Vous pouvez défiler ici, accéder à vos événements. Vous avez les événements qui s'affichent ici quand vous en avez. Tout ça, c'est très bien. C'est synchronisé, bien sûr, avec Google. Si vous utilisez Google Calendar, par exemple, ce sera idéal. Moi, c'est ce que je fais avec tous mes différents appareils, tablettes, etc. Et c'est franchement top. Alors, notez que pour tout ce qui est web, je suis connecté en Wi-Fi, donc ce sera normalement plus rapide. Ça me paraît évident, mais que si j'étais pas en Wi-Fi. Et là, je sais pas ce qu'il me fait. Il me fait des problèmes de certificat, ça c'est marrant. Je l'avais aussi, je crois, sur le test du BIM ou du S-Advance. Et j'ai l'impression que c'est un problème avec Test Mobile et Terminaux sous 2.3 et TouchWiz. Je sais pas trop pourquoi. Donc là, on est sur le web. Hop, voilà. On va juste regarder ce que ça vaut en termes de défilement. C'est pas trop mal. C'est un il y a un léger délai, bien sûr. Quand on va zoomer, ça va être un peu plus compliqué. On va rentrer dans un article pour essayer de voir ça. Et je vais faire un test aussi en désactivant certains composants. Parfois ça calme vraiment pas mal le truc parce qu'en ce moment on a des campagnes publicitaires assez grosses. Peut-être qui... Là c'est un peu plus fluide que sur la home page. Il y a peut-être moins d'éléments, moins d'éléments à l'écran. Voilà. Ça marche assez bien. On va aller voir maintenant dans un test les articles qui sont généralement plus lourds. Donc vous avez le flash qui va s'afficher maintenant comme d'habitude. Alors ça par exemple, ça c'est une vidéo qui se charge avec un player flash. Si vous avez par exemple, moi je peux accéder à la vidéo sur YouTube et voilà, vous avez le lien bien sûr avec la vidéo YouTube, ce genre de choses, et vous pouvez aussi charger une vidéo flash directement dans le navigateur. Ce sera pas extrêmement fluide par contre. Là sur un article qui est un peu lourd, c'est pas mal, c'est pas mal du tout même, je trouve. L'écran il y a un léger délai, je trouve. Il réagit pas comme vous le voyez là. Voilà. Ça c'est un peu voilà. Mais quand ça défile, c'est fluide. Et quand vous y allez plus doucement, je trouve qu'il y a quand même un délai qui est assez important avec l'écran. On va aller voir après sur des articles un peu, sur un autre site. Ce sera pas forcément moins lourd. Vous avez vu au passage, comme d'habitude, vous avez la gestion de la luminosité qui se trouve dans TouchWiz directement pour pour le navigateur web. On va désactiver le JavaScript. Ça, c'est un conseil que c'est pas exactement un conseil que je vous donne, c'est plus à des fins de test. C'est une bonne façon de voir un petit peu comment il se comporte. Alors vous aviez vu un peu tous les éléments qu'il y avait à l'écran. Là, cette publicité, etc. Le slideshow ici. Là, ça a chargé beaucoup plus rapidement. On n'a plus aucune pub. Et ça charge. C'est un peu plus fluide. Légèrement plus fluide. Ok. Peut-être pas forcément beaucoup. Et je me demande du coup si c'est pas une question de performance sur le web, mais plutôt une gestion du tactile sur l'appareil qui fait qu'il y a un léger délai. En tout cas, on va, par exemple, aller sur un article. Voilà, je peux zoomer dedans. Il essaie de me remettre en page, mais il a peut-être un peu de mal. Bon, voilà. Donc là, vous voyez ici. Et pour le copier-coller, on va aller voir sur un autre site parce que sur Test Mobile, c'est un peu un problème à cause des images qui sont en fond du site. N'oubliez pas, j'ai toujours le JavaScript et le flash désactivé là, donc on va le sentir. Voilà, du coup, quand je vais demander
à charger ce site, à mon avis, il va s'afficher assez mal. Et je vais réactiver après hein, le JavaScript et le Flash. Chargement se passe bien là. Ok. Hop. On reste appuyé. Puis ensuite après on peut faire des copier-coller sur le web. Bon voilà, ça c'est classique. Et je vais juste hop aller réactiver ces options dont je vous parlais. Et on va retourner sur la home page. Et puis on aura fait à peu près le tour pour le web. Je vais juste voir du coup comment ça se passe sur ces interfaces là. Il y a un truc qui est assez classique hein, sur ce genre de terminaux, c'est si vous trouvez que l'expérience n'est pas très bonne dans le navigateur par défaut, déjà vous pouvez essayer d'autres navigateurs. Il y a, j'allais dire Chrome, mais Chrome il fonctionne que sous ICS. Mais essayez de voir ce qu'il peut y avoir d'autre. Je pense à des navigateurs comme Opera. Parfois ils offrent des meilleures expériences que le navigateur de base, c'est pas toujours le cas. Et ensuite après, hop. On va retourner sur la home, je sais pas pourquoi il veut pas aller. Et ensuite après, vous pouvez privilégier les sites qui ont des interfaces mobiles, qui sont plus légères à charger du coup. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, en plus de ça, désactiver certains éléments comme le Flash, le JavaScript, ce genre de choses. Donc là, on est sur la page de The Verge et avec les différents composants activés, ils sont tous activés normalement. Il y a pas mal d'images qui n'ont pas fini de charger, donc je sais pas, ouais, elles s'affichent. Voilà. Mais ça, j'ai l'impression que elles sont chargées, mais c'est juste qu'elles s'affichent pas. C'est un problème de performance, a priori. Et ce qui est intéressant, c'est que le défilement va être fluide une fois qu'il est lancé. Comme tout à l'heure sur Test Mobile, c'est juste qu'il va y avoir un léger délai par rapport au moment où je demande avec mon doigt de faire le défilement et le moment où effectivement il défile. Mais ça reste largement utilisable et je trouve que c'est même d'ailleurs assez agréable, c'est bien géré je trouve. C'est pas top mais c'est bien géré. Bon, ensuite quand vous faites ça, vous avez la possibilité d'ouvrir des nouvelles fenêtres, etc. Et puis vous aviez un petit peu vu les paramètres qui sont ici, c'est du classique pour le web. C'est, on va dire, pas mal, c'est bien optimisé quand même, je trouve, parce que sur un site lourd comme ça, il y a des mobiles qui s'en sortent vraiment moins bien. C'est juste qu'il y a un léger délai avec le doigt, mais c'est peut-être ce délai-là qui fait que finalement vous avez grosso modo l'impression que l'expérience n'est pas mauvaise, parce que c'est à peu près fluide quand ça bouge, quand ça zoome, dézoome, quand ça défile, c'est fluide. C'est juste que c'est une question de réactivité, et pas de fluidité dans l'exécution à proprement parler de la tâche. Vous allez pouvoir faire quand même pas mal de choses hein, sur le web. Et puis l'écran est un peu plus grand que le précédent, hein, 3.8 pouces. C'est pas énorme, mais comme vous l'avez constaté, avec cette définition de l'écran, vous arrivez à lire des textes, il n'y a pas de souci. Ok. Alors pour la qualité des photos et des vidéos, je vous invite à regarder les échantillons. Là, je les ai pas sous les yeux. Donc on va regarder ça plutôt dans le test écrit, qui sera proposé d'ici quelques jours, vous inquiétez pas. Et donc là, on va plutôt s'attarder sur l'interface, et c'est du classique. Encore une fois, de chez Classic, avec la possibilité de personnaliser cette interface-là. Ça, c'est une des fonctionnalités que j'apprécie pas mal dans TouchWiz. Et ensuite, après, vous avez l'accès aux différentes options. On va passer directement là-dedans, ça va être un peu plus simple. Donc, on a différents modes de capture, dont un mode panorama, avec différents effets en dessous également. Les modes de scène avec mode nuit, fête, paysage, ce genre de choses qui permettent d'optimiser l'appareil, les réglages de l'appareil en fonction de la scène, en fonction de votre situation. Mode de focus avec bien sûr un mode macro, quelques effets assez limités. Au niveau de la résolution, on est en 5 mégapixels max. Ça vous le saviez. On a le réglage de la balance des blancs, les ISO, contraste, une grille si vous voulez, bon, c'est le guide. La qualité d'image à définir. Voilà, excellente, élevée, normale, et je pense qu'on a fait le tour. Vous pouvez les géolocaliser et déterminer le stockage. Voilà, si vous avez une micro SD, vous pouvez dire que tout ce que vous capturez va aller sur la micro SD. Et heureusement qu'on peut le faire, parce que sinon ce serait un petit peu compliqué. Vous pouvez bien sûr prendre des photos et filmer avec la caméra frontale. Ça, c'est une option qu'on n'avait pas sur le premier Ace, hein. Donc si vous faites
de la visio, enfin si vous voulez faire de la visio avec par exemple Skype, ce genre de logiciel, ça serait pas mal, enfin ça peut être pas mal pour vous. Hop. Alors pour prendre une photo, soit vous appuyez et ça va aller faire le focus. Là je suis pas en mode macro, du coup il galère un petit peu et puis il n'y a pas énormément de lumière. Voilà, on prend la photo de cette façon là. Je vais passer en mode macro. Voilà, c'est pas extrêmement rapide, mais ça fonctionne de manière relativement décente. Ensuite, dans tout ce qui est vidéo, alors l'interface on va pas trop la voir, ça va être un peu compliqué, mais on peut filmer comme je vous disais en 720p, ce qui est plutôt bien. On le voit ici, voilà, 720p, c'est du 1280 par 720. Quelques effets, minuteur, balance des blancs, la qualité de la vidéo. On a grosso modo les mêmes paramètres qu'en photo, mais avec beaucoup moins d'éléments. Vous pouvez filmer en appuyant ici, voilà, de manière assez classique. Ça filme comme je disais en 720p. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas d'autofocus continu. Donc c'est un peu dommage, 720p sans autofocus continu. J'aurais bien aimé le trouver, même si bon bah. Peut-être que c'est une question de performance, je ne sais pas. En tout cas, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas cette option. Ensuite, dans la galerie, alors je vais pas vous montrer certaines fonctionnalités de type Maps, etc. Le Play Store, c'est du grand classique. Oui, vous avez un GPS, vous pouvez utiliser l'appareil en tant que GPS. Tout ça, c'est toutes les fonctionnalités vraiment classiques qui n'ont pas été personnalisées par Samsung. On va pas les passer en revue. Voilà. La galerie. C'est la galerie classique Android, vraiment qui n'a pas des masses évolué depuis le temps. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est à peu près tout. C'est cette galerie là. Il y a un petit truc, bien sûr. Voilà, ça c'est la lecture DivX en natif. Vous envoyez l'appareil directement, le fichier directement sur votre appareil via un câble. Via votre ordinateur, et c'est réglé, et ça c'est plutôt sympathique. Et au niveau de cette interface là, vous avez toujours la possibilité de partager le fichier. Voilà, oups. Il y a différents services en fonction des applications que vous avez installées, et puis bien sûr des fonctionnalités intégrées par le constructeur. Vous avez vu aussi, il y a Wi-Fi direct. Donc c'est un peu un équivalent du Bluetooth, mais qui passe par Wi-Fi et qui marche que avec les terminaux compatibles. Et pour avoir pas mal essayé le Wi-Fi direct ces derniers temps avec différents appareils entre eux, c'est pas encore totalement au point d'après moi. Après peut-être que vous aurez une expérience différente, mais d'après moi c'est pas très fonctionnel, surtout si vous avez des terminaux qui fonctionnent sous qui viennent de différents constructeurs, etc. Vous avez le Social Hub qui va regrouper tout ce qui se passe sur vos réseaux sociaux avec à la fois les messages ici et le flux. Donc là le flux c'est tout ce qui est public, là le message c'est tout ce qui est plus privé avec les DM sur Twitter, les messages privés sur les différentes plateformes, et vos messages également par SMS et par mail si je me trompe pas, ouais voilà. Ok. Le Music Hub, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter de manière donc légale, télécharger légalement de la musique. C'est proposé par Samsung et il me semble que c'est un partenariat avec 7 Digital. Vous avez une application de gestion des fichiers, le lecteur vidéo qui est intégré ici, mais bon, au final, vous avez aussi la possibilité de lire les vidéos à partir de la galerie. À partir de la galerie, c'est la même chose. AllShare, c'est pour la gestion du DLNA. Samsung Apps, vous connaissez, je pense, depuis le temps, c'est le store dédié Samsung, exclusif entre guillemets Samsung, où parfois vous avez des petites offres, mais bon, en soi vous n'avez pas grand chose d'exceptionnel là-dedans. C'est une bonne façon par contre d'avoir des sélections d'applications faites par Samsung pour votre appareil, mais pour le Ace 2, il n'y a peut-être pas de grand intérêt, mais bon, promenez-vous là-dedans. De toute façon, pour faire les mises à jour, vous avez besoin d'un compte Samsung, et le compte Samsung vous permettra d'accéder à toutes ces fonctionnalités-là, donc allez-y. Gestionnaire des tâches, le mini-journal, toujours fidèle au poste. Ok, et ensuite l'éditeur de photos.
Voilà, qui est le même qu'on avait sur le S2 par exemple. Donc je sais pas, je vais mettre à travailler la saturation de mon magnifique cliché. Voilà, on peut rogner. Hop. Bon, tout ça c'est très bien, et ça c'est intégré bien sûr à l'appareil. Et vous pouvez enregistrer votre photo, la partager, etc. Ça écrase pas le fichier que vous aviez avant, et c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi une application de mémo qui permet de prendre des notes. C'est intégré. C'est ce que j'aime bien moi avec Samsung dans TouchWiz, c'est que ils partent pas du principe que l'écosystème est tellement bien fait que vous avez un OS de base et ensuite vous installez toutes les applications en allant sur le store ou sur les plateformes. Ils vont vous intégrer un système d'alarme, de minuteur, de gestion des fichiers. Une application sociale, le truc de gestion des tâches ici, une gestion des mémos, un éditeur de photos, enfin voilà, ils vont cogner là-dessus niveau fonctionnalité, et c'est des petites options, mais vous les trouvez dès la sortie de la boîte, et c'est quand même plutôt bien. Vous avez, a priori, ça c'est une version démo de Polaris Office, si je me trompe pas. Faut vous enregistrer, mais bon, voilà, ça permet de lire des fichiers Office. Sachez que si vous êtes, à partir du moment où vous êtes sur Android, vous pouvez utiliser les services liés à Google Drive, Google Docs, enfin anciennement Google Docs. Je sais plus si ça marche avec la 2.3, je crois que oui, parce que c'est assez récent comme service, mais vous pouvez du coup lire ce genre de fichiers. Vous avez, alors ça je sais pas si en soi ça représente un intérêt pour vous, mais sur le Ace 2, ce qui est intéressant c'est que vous avez aussi une puce NFC. Donc voilà, je peux aller l'activer dans les paramètres ici. Et ensuite, vous pourrez faire tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec le NFC, à savoir pas grand chose pour le moment. Vous pouvez, si vous achetez des tags, vous pouvez les configurer, déterminer des actions. Si vous vivez dans des zones où vous avez la chance d'avoir le paiement sur mobile via NFC activé, je sais pas où vous vivez, mais il y a certaines zones de test, vous pouvez faire ça. Dans tous les cas, voilà, ça peut être intéressant si vous imaginez s'il y a des services qui se développent. Dans un premier temps, moi je pense pas que ce soit un critère de sélection, à part si vous êtes dans un environnement où le NFC est partout. Mais en tout cas, vous avez l'option, c'est plutôt bien. On va aller sur la musique et puis on va finir sur les jeux, par les performances en jeu. Alors, le lecteur musical, c'est celui qu'on trouve vraiment classique TouchWiz Android 2.3 avec ces onglets là, c'est plutôt bien fait. Vous inquiétez pas pour les pochettes, là c'est un bug de mon côté. Normalement vous avez des pochettes qui s'affichent bien. Et vous avez également les listes de lecture, les albums, les artistes, les dossiers. Possibilité de passer en miniature dans certains cas. Quand vous lisez un morceau, vous avez les petites barres qui s'affichent en bas. Là. Je vais baisser un peu, juste le temps de faire le tour. Vous avez un petit widget de contrôle qui s'affiche ici, qui est plutôt bien, parce qu'il n'y a pas juste play, pause, suivant, il y a aussi précédent. C'est un peu étrange ce que je dis, mais parfois ces widgets de tiroir de notification sont uniquement avec ces deux options, ou juste pause. Et ici, vous avez cette fonctionnalité-là qui permet de contrôler directement depuis l'écran verrouillé. Voilà, comme ça, vous n'avez pas accès au tiroir des notifications là. Et par contre, vous n'avez pas de widget de contrôle musical. J'ai regardé dans la liste, vous n'en avez pas. Après, c'est pas forcément nécessaire dans la mesure où vous avez ça plus sur l'écran de déverrouillage. Quand vous lisez un morceau, vous avez la pochette qui s'affiche ici. Shuffle aléatoire, aléatoire, répétition, vous pouvez basculer dans le morceau très rapidement. La gestion du volume se fait ici, mais bien sûr également sur les touches de volume qui sont sur la gauche. Si vous avez un casque, vous pouvez mettre le système 5.1 qui simule une sorte de 5.1, mais c'est bon, ça permet d'améliorer un petit peu la qualité du son quand vous avez des écouteurs, ce genre de truc. Vous avez la liste de lecture en cours qui s'affiche ici. Que dire de plus? Vous avez là quelques petits paramètres avec un égaliseur qui est personnalisable. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Les effets sonores que vous pouvez régler. Alors ça sert à rien, mais vous pouvez optimiser les basses pour simuler une option Beats Audio.
Non, j'exagère là, mais bon, ça marche pas comme ça. Vous avez les paroles, mais ça c'est uniquement si vous avez les paroles qui sont mises dans le fichier MP3. J'ai découvert ça récemment, je me suis beaucoup posé la question et c'est d'ailleurs un des lecteurs qui m'a signalé ça. Merci à lui s'il se reconnaît. Et c'est à peu près tout. Voilà, donc pour la lecture musicale, ça ressemble à ça. Maintenant, on va jeter un œil, plutôt une oreille d'ailleurs, à la qualité du haut-parleur. Niveau volume, c'est pas trop mal. C'est même correct. On va dire que c'est suffisant. Je pense que c'est un petit peu supérieur à la moyenne, mais là, je doute un petit peu quand même. Non, c'est au moins dans la moyenne. On a un volume qui est largement suffisant si vous voulez écouter de la musique de cette façon-là, ou vous faire guider en GPS, ce genre de choses. Maintenant, la qualité du haut-parleur est assez décevante. Je me rappelle plus ce que j'avais dit pour le premier Ace, désolé, mais pour ce Ace 2, c'est pas terrible. C'est pas terrible sur des morceaux. En fait, je suis allé crescendo. J'ai commencé par des morceaux qui sont un peu plus faciles, entre guillemets, avec des grosses percussions pour voir si tout simplement elle ressort. C'est pas trop mal et avec le volume qui compense un peu le truc, c'est pas mal. Bien sûr, il n'y a aucune basse, hein, mais ça, je m'y attendais pas. Et après, derrière, je suis arrivé pour finir par des morceaux comme celui-là ou le morceau de Phoenix où c'est un peu plus complexe. On a normalement un son qui est un peu plus profond avec pas mal de niveaux d'instruments qui se superposent et là, ça devient une sorte de mélange assez étrange. Par exemple, sur ce morceau-là, on n'entend pas du tout les guitares au début dans l'intro. C'est un peu dommage. Maintenant, ça reste un haut-parleur sur mobile. C'est un mobile qui coûte 250€. C'est pas forcément excessif. Bien sûr, si vous avez envie d'avoir une bonne qualité sonore, c'est pas impossible. Vous mettez vos écouteurs à vous. À savoir, je ne conseille pas d'utiliser les écouteurs qui sont proposés dans la boîte du Ace 2. Et puis, vous devriez vous en sortir très correctement. Et puis après, niveau musique, bien sûr, comme d'habitude sur Android, vous pouvez installer des applications de type Deezer ou Spotify ou autres pour bénéficier de services à côté, si vous avez un abonnement, etc., etc. Ça, c'est possible de le faire. On va finir sur les performances. On va lancer un jeu un peu facile, entre guillemets. Et on va terminer avec un jeu qui, normalement, devrait lui poser quelques soucis. Et je sais même plus si j'avais déjà réussi à le lancer. Je pense à comment il s'appelle, Mass Effect Infiltrator, qui est un jeu très gourmand. Ok. Oh, j'avais même pas fait un niveau, désolé. Voilà. Alors attendez, on va attendre que le niveau supérieur passe. Je sais pas s'il veut pas que je fasse de... Si, voilà, juste pour dézoomer. On va passer au niveau suivant. Donc bien sûr, là vous avez la version gratuite avec toutes les publicités. J'ai un peu de difficulté là avec le pinch to zoom. Ouais, ok, c'est normal. Voilà. Et là ça marche relativement bien. L'écran est pas grand et du coup sur tous ces jeux où il y a toute une partie de l'écran qui sont occupés par une pub régulièrement, c'est pas l'extase. Mais ça reste jouable. Et là en tout cas c'est super fluide, hein, sur un titre comme celui-là de type Angry Birds. Franchement il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est largement jouable. Et hop, du coup on va essayer de le traumatiser un petit peu. Et je crois même qu'il va pas se lancer. Voilà, pour des jeux vraiment lourds de ce type-là, j'ai réussi à l'installer en forçant un peu le truc, hein, pour voir. C'est pas possible de le faire fonctionner.
Ça, ce sera valable pour la majorité des jeux gourmands d'aujourd'hui. Voilà, ceux que vous feriez typiquement fonctionner sur un S3, un Note 2, un One X, un 4X HD, ce genre de terminaux. Vous attendez pas à faire fonctionner ces titres-là sur le Ace 2. Je pense que vous en avez conscience, hein, c'est un appareil qui est pas très très performant, qui arrive à offrir quand même une expérience qui est pas mauvaise au niveau des fonctionnalités de base, on va dire, d'un smartphone. Aller sur le web, écouter de la musique, regarder des vidéos, ce genre de trucs, passer des appels bien entendu, et tout ça, ça va bien fonctionner. Maintenant, si vous commencez à lui en demander un peu trop, vous aurez quelques petits soucis de performance. Donc je pense à certains sites peut-être un peu lourds, hein, ça commencera à devenir compliqué. Certaines applications qui peuvent être un peu lourdes également. On l'a vu aussi avec des jeux trop gourmands, tout simplement ça c'est pas compatible en théorie. Après vous pouvez forcer l'installation mais ça sert à rien puisque vous voyez après ça se lance pas. Ce genre de truc. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, hein. Grosso modo c'est un petit peu comme le premier Ace. C'est un appareil qui a un design qui est très classique, mais vraiment très très classique. L'autre ressemblait un peu plus à un iPhone 4, ici un peu moins. Des finitions qui sont bonnes malgré le fait que ce soit du full plastique. Ça fait un petit peu cheap, oui, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai manipulé des terminaux moins chers, forcément, qui font beaucoup plus cheap que ça, malgré avec l'utilisation du plastique. Il y a quand même un effort de fait, et niveau prise en main, ça c'est aussi important. Comme c'est un appareil avec un écran 3.8 pouces, on peut bien le saisir, les boutons sont assez bien faits, celui-là manque un peu de relief, mais en soi c'est pas rédhibitoire. Et du coup ça fait que vous pouvez bien l'utiliser à une main, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite dans l'interface vous avez pas mal de fonctionnalités qui sont intégrées comme je vous disais, donc social, web, etc. Le seul problème ça va être au niveau des performances. À certains moments vous aurez quelques lenteurs. Et c'est ça le seul reproche qu'on pourrait faire finalement à cette Ace 2, c'est un petit peu comme le premier Ace. Certes il a un prix, il a un prix qui est relativement peu élevé, on va dire, pour un smartphone de ce type là. Mais derrière, voilà, ça se sent au niveau des performances. Et je trouve que sur le Ace 2, ça semble, en proportion par rapport au marché actuel, un peu plus visible. Ça va sembler un peu étrange, mais sur le premier Ace, j'avais été très 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 agréablement surpris. C'est aussi peut-être cet effet de surprise qui vient un peu ruiner, entre guillemets, mon avis sur le Ace 2, mais c'est pas tout à fait ça, hein, mais sur le Ace 1, j'avais été vraiment surpris de l'expérience et j'ai trouvé ça très sympa. Et puis sur le Ace 2, du coup, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, puisqu'on est dans un marché où voilà, les terminaux de ce prix-là commencent à vraiment tourner très bien sur Android. Et on a quelques petites lenteurs, et c'est un petit peu dommage. Je pensais notamment à la rotation, qui est spécialement lente. Sur le web, quelques petites lenteurs, et puis après qu'il y a pas mal de jeux que vous ne pourrez pas faire tourner, ça c'est une certitude. Voilà, niveau autonomie, c'est pas trop mal, hein, c'est une journée, moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Après, à vous de voir, si vous n'avez pas la possibilité de le charger tous les soirs, vous serez peut-être un peu bloqué, mais une grosse journée en utilisation, on va dire relativement intensive pour un terminal de cette gamme, je trouve ça pas mal. Et niveau prix, c'est dans la moyenne, hein, c'est un appareil qui est dans la moyenne. À titre d'information, si vous voulez un écran un peu plus grand, tout en restant dans Touch with Android, voilà, vous avez le S Advance qui est pas mal aussi et qui ressemble plus à un S2, mais un petit S2 on va dire, et qui est à 300€. Voilà, donc pour en mettant 50€ de plus, vous avez un terminal avec un écran un peu plus grand et un form factor qui est un peu plus élégant entre guillemets. Si ça reste du plastique, mais c'est peut-être un peu plus élégant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le Galaxy Ace 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas, encore une fois, je vous l'ai dit dans le test, mais si vous avez cet appareil, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur YouTube ou sur Test Mobile, histoire de donner un avis secondaire aussi au lecteur, ça peut être intéressant. Et moi j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.